Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Toutes mes excuses tout d'abord pour cette luminosité pourrie, mais bon, comme vous le savez, j'habite en Belgique. Je vous filme cette vidéo au mois de février, nous sommes le 2 février et bah il n'y a pas de luminosité, hein, voilà. soyons clairs. Donc la qualité de la vidéo est pas super, mais restez, promis, j'ai des chouettes lectures à vous partager pour ce début d'année 2022. D'habitude, quand je vous fais une papote lecture, j'essaye de vous parler de 4 livres. Ici, je vais vous parler de 6 livres parce que clairement, j'ai explosé mes records au mois de janvier 2022 et j'ai lu 16 livres. On aime. Donc si je dois vous tourner des vidéos pour vous parler de ces 16 lectures, on est parti sur une séquence de 4 vidéos juste pour parler des livres lus au mois de janvier. C'est non. Et alors en plus de ça, je veux absolument vous parler d'un livre que j'ai lu encore en 2021. Donc bref, voilà, vous allez avoir 6 livres pour le prix de 4 dans cette vidéo. Plume à Papote, c'est du rabais en plus. Non, c'est pas du rabais en plus, c'est du rabais en plus. Je ne vais pas vous parler de ces lectures par ordre chronologique. Je vous parle d'abord, attendez. Je vous parle d'abord de 2 thrillers, on va dire ça comme ça. Puis je vous parlerai d'un essai et puis on partira dans de la fantaisie et de l'historique. Voilà, là ça c'est bien. Donc le roman dont je ne vous ai encore jamais parlé sur la chaîne, c'est Une bête au paradis de Cécile Coulon. Et je l'ai lu au mois de novembre en fait 2021. J'avais pas encore eu l'occasion de vous tourner une papote de lecture où il rentrait dedans, etc. Je dis c'est le moment, c'est l'instant d'en parler, sinon je vous donnerai jamais mon avis sur ce livre. Donc comme on peut voir ici, c'est le prix des lecteurs sélection 2021 et je vous avais dit dans un book haul donc que j'avais pris ce livre parce que le dernier Cécile Coulon était sorti. Je pense que c'est un livre dans les tons rouges, quelque chose dans le genre si je me trompe pas. Ma libraire me le recommandait, mais moi les grands formats je sais que ça passe jamais très bien parce que justement ce sont des grands formats, c'est trop lourd pour mes mains, etc. Puis c'est cher, hein, c'est cher sa race. Donc je prends souvent des poches, qui est un format que j'adore lire, c'est vraiment ce que je préfère. Donc je suis tombée sur celui-là, ma libraire m'a dit vas-y c'est bien, tu vas apprécier. Et oui, j'ai apprécié. Mais voilà, mais donc tout d'abord tout ce que tout le monde sait, Cécile Coulon écrit très bien. Je dirais en fait que c'est un espèce de roman j'allais dire du patois, mais non, du territoire, enfin vous voyez, attaché à une terre. C'est pas le patois, pourquoi je ne trouve plus mes mots en français, je ne sais pas, mais voilà, c'est un roman rural, on va dire ça comme ça, avec des gens de la campagne et là de la ferme, hein, puisqu'on parle de la ferme du paradis qu'on voit ici. Ça se passe en France, hein. Moi l'image me laissait suggérer plutôt quelque chose je sais pas pourquoi, aux États-Unis ou quelque chose dans le genre, mais non, ça se passe en France. Et donc dans ce livre, dans ce roman, on va suivre donc Émilienne qui est la fermière, la tenante de la ferme Le Paradis, qui est assez isolée du village principal, qui est reculée. Elle a eu une vie dure, hein, son mari n'est plus là, elle est veuve. Elle engage donc un homme à tout faire, un jeune de la région qui se fait battre comme plâtre par son père et qui le fuit. Donc elle dit bah, viens habiter chez moi, tu n'auras plus de problème. Et elle a perdu en fait sa fille. Donc sa fille s'était mariée, elle a eu 2 enfants et il y a eu un accident de voiture un jour. Donc les 2 enfants se retrouvent à sa charge. Donc c'est Blanche et Gabriel. Et en fait on va suivre leur évolution tout au long de leur vie parce que ça prend plusieurs années, hein. On va suivre Blanche, c'est le personnage principal finalement beaucoup moins qu'Émilienne. Et on va la voir un petit peu se construire face à cette adversité de la vie. Ses joies, ses peines, ses premiers émois, son premier amour, jusqu'à un moment donné où tout bascule. Et je peux pas vous dire ce qui bascule parce que sinon je vous révèle l'intrigue. La plume de Cécile Coulon est magnifique, ça se lit très bien, on est emporté là-dedans. C'est vraiment vraisemblable. Moi ça m'a, enfin je vis en milieu rural, hein, pas en France. Je suis pas jamais connu le monde de la ferme, même si mes grands-parents étaient agriculteurs, mais voilà, ça décrit une réalité, un quotidien et on y croit totalement et tout à fait.
Voilà, c'est un roman de terroir, donc ça va franchement plaire, je pense, sauf que c'est un roman de terroir dramatique, c'est un drame. Et j'ai bien aimé, mais ça m'a trop fait penser au livre d'Armel Job, auteur belge dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Quand je lis un Armel Job, en fait, je lis un bouquin comme si j'étais en pantoufle pyjama dans mon salon. C'est mon milieu rural à moi, c'est mon village quoi qu'il décrit, avec mon voisin, ma voisine et la personne qui habite 3 maisons plus loin, et ainsi de suite. Et il a aussi tendance à écrire donc des drames avec des retournements de situation à la dernière minute jusqu'à la dernière page et ainsi de suite. Et on se retrouve vraiment sur la même chose ici. Et donc en fait ce livre souffre de la comparaison que j'ai pu faire avec les livres d'Armel Job. J'en ai pas lu beaucoup hein, mais que j'ai déjà lu de lui, et forcément je préfère ceux d'Armel Job parce que c'est vraiment ma région. Là c'est en France et donc ça me demandait un petit effort de décentration, voilà. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai vu arriver le truc en fait. Moi je me suis pas du tout attachée au personnage, donc pendant toute ma lecture j'ai eu l'occasion d'analyser tout ce qu'il se passait parce que j'étais pas emportée par ce qu'il vivait. Donc j'analysais tout constamment à la moindre page. Vous voyez, j'étais en mode lecture et puis derrière en arrière-tâche mon cerveau disait ah mais il y a ça qui va se passer, il y a ça qui va se passer. Et bah c'est ça qui s'est passé. Donc j'ai pas été surprise quoi quand je suis arrivée au retournement final, alors que je pense que la plupart des personnes ont été surprises. Donc oui, le petit bémol c'est que on s'attache pas aux personnages en fait, ils sont trop humains, on voit trop leurs défauts et finalement ils ont peu de côté attachant. Je pense notamment à Gabriel qui a un personnage mais malmené je trouve par ses proches. Si ces gens existaient vraiment et étaient face à moi, mais je leur dirais mais vos gueules avec ce gamin quoi, et même cet homme adulte. J'ai pas trop compris voilà ce personnage, pourquoi il était aussi maltraité, pourquoi il avait cette place un petit peu de reclus dans la famille de personnages finalement de quantité négligeable, au point où je me suis dit mais pourquoi elle l'a inclus dans son tableau familial finalement, ça sert à quoi? Donc j'ai pas toujours compris les intentions de l'autrice derrière certains choix. Mais voilà, plus magnifique et ça risque de vous plaire. C'était peut-être pas non plus le meilleur de Cécile Coulon, hein, donc il y en a peut-être d'autres qui valent plus la peine. Si vous l'avez déjà lu et qu'il y en a un qui vous a vraiment frappé, n'hésitez pas à me le recommander, j'essaierai de me le procurer et peut-être de découvrir autre chose et qui me plaira un peu plus. Milieu du mois de janvier, j'avais envie de lire un petit peu de thriller, d'avoir des lectures très rapides. C'est ce que j'ai choisi hein, puisque j'ai 16 lectures à mon actif. Et donc j'ai sorti ce livre de ma pile à lire qui s'appelle Sous nos yeux de Kara Hunter. C'est un livre, donc comme vous pouvez le voir ici, qui m'a été offert à l'achat de 2 autres livres poche. Donc il traîne comme il est gratuit, je pose mon café tous les matins dessus. Il y a la trace du café là-dessus. Alors c'est un livre que j'ai bien apprécié, que j'ai dévoré. Je l'ai lu en 2 jours hein, si je me souviens bien. Et là au moment de vous en parler, je suis là en mode il va falloir que je relise le résumé pour savoir quoi vous en dire. Donc il reste pas, c'est pas un truc vous voyez indéfectible, indélébile dans ma mémoire. Donc ici on va suivre l'histoire de Daisy, qui a une petite fille de 8 ans qui est le personnage central de cette histoire, mais qu'on ne va jamais voir tout du long du récit, parce que tout simplement Daisy a disparu lors d'une fête de famille, fête de quartier qui avait lieu dans le jardin de ses parents. La police donc est dépêchée sur place et c'est l'inspecteur Adam Foley qui va devoir mener l'enquête pour retrouver cette petite fille disparue. Et il sait en fait que 9 fois sur 10 c'est un proche qui a fait le coup, donc ça vous met déjà dans le bain quand vous lisez le résumé. Ça peut être donc un sujet vraiment très dur, hein, disparition d'enfants. Moi je m'aventure pas là-dedans comme ça, j'ai parfois des petits reculs et ainsi de suite, mais ici c'est relativement bien passé. Je peux pas vous en dire plus sur l'intrigue. En fait on va découvrir que les parents ne sont pas ce qu'ils semblent être. J'ai le grand frère également. C'est une famille très compliquée, Dans les éléments qui m'ont plu, ce que je peux vous citer, c'est que en fait le lieu de l'action se passe à Oxford, qui est une ville d'Angleterre que je connais
relativement bien parce que je l'ai visité à plusieurs reprises avec mes élèves. D'ailleurs, ce serait un chouette objectif d'y aller une fois pour moi sans, vous voyez, 20 gamins derrière, voire 40, voire 60 à guider, à dire toi ne monte pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, hein. Bref, profitez tout simplement. Et donc l'auteur ou l'autrice, Cara, je pense que c'est une femme, vient de là, et donc elle nous décrit Oxford réellement. Donc si vous connaissez la ville, bah, vous allez reconnaître certaines choses. Ça, j'ai grandement apprécié. J'ai apprécié le rythme de l'histoire, ça s'enchaîne, ça se lit assez vite. Je l'ai lu en 2 jours, donc je l'ai commencé un soir et je l'ai terminé le lendemain. Et sur le moment même, le soir même, ça me plaisait beaucoup. Franchement, j'avalais les pages, je me suis dit demain matin, je l'ai fini, je vais le bouffer. Et puis en me levant le lendemain matin, en fait, j'ai eu le temps de le cogiter. Je me suis dit, mais, il y a quelques petits défauts. Un des défauts, en fait, c'est que tout est écrit au présent. Tout est écrit sur plusieurs points de vue. Et il n'y a pas de chapitre. Donc vous passez, à des moments, il y a des petites étoiles, hein, un petit peu comme ça. Je sais pas si le focus va se faire, voilà. Et vous avez les dates, jour de la disparition, école primaire, Bishop Christophers, Oxford, voilà. Et donc vous allez en fait rassembler plusieurs points de vue de l'enquêteur principal, de ses, j'allais dire ses employés, mais c'est pas des employés, des enquêteurs et ainsi de suite. Et bout à bout, en fait, vous allez avoir des éléments qui vont coller ensemble. Parfois, vous allez aussi avoir le point de vue de Daisy, mais c'est très très rare, le point de vue de ses proches et ainsi de suite. Et en fait, cette façon d'écrire là, à nouveau, bah, ça ne permet pas de s'attacher au personnage. Moi, j'en étais même au point où je ne savais pas qui était qui dans l'équipe des inspecteurs. Je suis là, c'est qui? On parle de... C'est parce que je relis son nom, quoi, de Adam Foley, c'est lui l'inspecteur principal. Enfin bref, j'étais paumée sur qui menait l'enquête, à quel moment, etc. Et alors en plus, l'auteur de ça a envie qu'on s'attache à ces personnages parce qu'elle distille des éléments personnels sur eux. Mais... c'était pas réussi pour moi, voilà, je sais pas le dire autrement. Maintenant, à côté de ça, tout ce qui est l'enquête, tout ce qui est l'enchaînement des événements par rapport à cette disparition, cette critique de la société qui est faite et d'une famille qui semble parfaite, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait, mais je pense que c'est améliorable par l'autrice, et d'ailleurs c'est son premier roman dans cette série là, donc elle en a écrit d'autres avec le même inspecteur, et je pense que ça va aller qu'en s'améliorant, quoi. Peut-être que je jeterai un œil à nouveau sur cette série, mais voilà, pour le moment un m'a suffi et je préférais découvrir d'autres thrillers par d'autres auteurs. Je vous parle maintenant de ma toute première lecture de l'année de janvier 2021. Je pense que je l'ai lu le 1er janvier, le 2 janvier, mais bref, vraiment très très tôt. Cette lecture, c'est Qui veut la peau de la licorne de Géraldine Rémy. J'adore commencer l'année par un essai, par un des auteurs, par un de mes auteurs chouchous, hein, en développement personnel ou en essai historique, sociologique, etc. Et cette année-ci, bah, j'ai décidé de commencer avec Géraldine Rémy, dont le premier ouvrage m'avait énormément plu. C'est une nana que j'adore suivre sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup dans tout ce qu'elle raconte, dans son questionnement, etc. etc. Son premier livre, donc, ça parlait un petit peu d'écologie, enfin ça parlait pas un petit peu, ça parlait entièrement d'écologie, de comment son cheminement s'était fait vers une amélioration en vue de préserver la planète, etc. Donc ici, le sous-titre, c'est de l'éco-anxiété à la résilience intérieure. Donc elle nous fait part, sans phare et sans langue de bois, des sentiments que justement ces valeurs écologiques peuvent amener et de l'éco-anxiété que ça génère chez elle et comment elle arrive à gérer ça, ou en tout cas quelles ont été ses pistes de recherche pour gérer ça. Moi c'est pas un secret, hein, je vous ai déjà fait quelques vidéos sur la chaîne, vous savez que l'écologie c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je réfléchis constamment à ma façon de consommer, à ma façon de vivre au quotidien. Il y a des choses que je ne sais pas éviter, il y a des choses que je ne suis pas prête à faire. Chez moi, ça ne génère pas de l'éco-anxiété comme elle peut le décrire là, mais il y a des moments où en effet je suis en mode bah, on va tous crever, quoi, hein, voilà, et est-ce que c'est un mal? Peut-être pas, voilà, je suis dans cette étape là. Si l'humanité disparaît, est-ce un mal ou un bien?
Bref, j'ai vraiment aimé cet ouvrage introspectif qui vous renvoie énormément de choses, qui permet de se questionner, de se positionner également. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment apprécié l'honnêteté de Géraldine Rémy dans cet ouvrage et sa plume, parce que ça se lit mais extrêmement vite. Alors c'est vrai que c'est écrit grand, que les chapitres sont assez courts, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle alterne donc des passages de dialogue intérieur où c'est elle donc qui nous explique tout ce qu'elle pense, etc., tout ce qui passe par la tête. Et puis on a aussi des moments de dialogue, parfois totalement rocambolesque et ubuesque avec les gens autour d'elle, et puis d'autres fois voilà, des petits dialogues du quotidien qui font sourire et que moi je vis aussi, on se reconnaît dans cet ouvrage. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ça a été une très bonne première lecture pour le mois de janvier. Un livre dont je souhaite aussi vous parler et que j'ai lu en ce début d'année, je peux plus vous le montrer parce que je l'ai redéposé en boîte à livres. Je voulais pas qu'il m'encombre, donc maintenant qu'il est lu, il est dans la boîte à livres et il continue sa vie. Mais je vous ai fait un petit post Instagram dessus. C'est La jeune fille rebelle de je sais plus qui, de Jean-Claude Van Reyck, et j'ai mal écrit. Van Reyck Eyck, je ne sais pas, j'ai très mal écrit les deux dernières lettres donc je ne sais pas, et Pat Van Beers. Donc c'est deux auteurs flamands, belges donc hein, mais flamands, qui ont été traduits, et donc ce livre est publié chez Mijade. Apparemment il date un peu parce que j'ai une amie, quand j'ai publié ma chronique sur Instagram, qui m'a dit ah oui je l'ai lu il y a des années, je l'ai adoré. Ça parle de quoi? Eh bien ça parle de la duchesse de Brabant lors donc, du Moyen-Âge au Brabant, hein, donc près de Bruges, et on a de sa naissance à son mariage, je crois. Ah, je crois que c'est ça, de la naissance au mariage, quelque chose dans le genre. Ou en tout cas la mort de son père. Et donc on a toute sa vie, mais romancée, attention. Je suis pas sûre que tout ce qui est mentionné soit véridique. Parce qu'on n'a plus de toute façon les témoins oculaires, etc. Et les gens n'auraient jamais transmis ce témoignage-là tel quel, parce qu'il y a des moments, mais vous vous dites non, 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 non. Moi, je me suis fort imaginée à sa place parce que son père est vraiment un homme dur, un homme cruel, un homme qui veut maintenir sa position de pouvoir et qui attend que les autres autour de lui soient déférents envers lui et voilà. Et Marguerite, elle, elle doit se hisser dans cette société et au moins égaler son père et s'affranchir un petit peu aussi de son pouvoir, de l'emprise qu'il peut avoir sur elle. Ça amène à des moments de révolte de sa part en tant qu'adolescente où elle va vagabonder dans les marais avec des amis, avec le fils de machin, le fils de bidule et ainsi de suite. Ce qu'une femme à l'époque, une dame bien née, hein, ne peut absolument pas faire. Donc voilà, ça nous retrace tout ça. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce récit, c'est toute la partie historique du quotidien au Moyen-Âge. Donc il y a énormément d'informations qui sont disséminées tout au long du récit par rapport à la vie à ce moment-là, comment le quotidien fonctionnait, comment les gens s'habillaient, comment les gens mangeaient, les relations entre eux, etc. etc. Et ça c'est franchement appréciable. Bon, et le mois de janvier, c'est un mois sous le signe de la fantasy. Je participe à pas mal de challenges fantasy, fantastique, science-fiction également ce mois-ci, dans l'idée en fait de dégommer ma palle dans toutes ces catégories-là. Et donc j'avais emprunté un roman fantasy au Bibliobus, donc je peux plus vous le montrer parce que je l'ai rendu. Mais je vous ai filmé ma lecture dans un bibliovlog, le premier de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez avoir ma réaction à chaud quand je lis ce bouquin. Ce livre c'est Rosen, le tome 1 de Laetitia Danaé, donc qui est une autrice francophone. Alors Rosen, je sais plus, bah c'est l'histoire de Rosen, c'est le personnage principal qui fait partie donc des djinns. Les djinns c'est une peuplade avec des pouvoirs magiques, mais leurs pouvoirs magiques sont bridés parce que l'autre race, l'autre peuple ennemi des djinns, les dignards, les ont bridés en fait et se servent d'eux, enfin les ont réduits en esclavage pendant des années. L'esclavage est désormais interdit, mais dans les faits, est-ce que ça a réellement changé? C'est ce que Rosen va découvrir au fur et à mesure du récit. C'est hautement plus important d'ailleurs, parce qu'au début du récit, en fait, elle est en fugue avec ses deux sœurs, parce que son père a décidé d'accepter la proposition du sultan des Dignards, c'est-à-dire envoyer ses trois filles chez le sultan,
pour qu'elle rencontre ses 3 fils à lui et que des mariages aient lieu entre les enfants. S'il l'accepte, s'il y a une étincelle qui naît, etc. Mais bon, on se doute bien, hein, et on sent bien venir le truc que ça va se faire, peu importe la vie des jeunes filles. Et donc, on est dans un monde totalement inventé, hein, de fantasy, où l'autrice a décidé d'aborder des thèmes mais vachement casse-gueule, comme j'ai dit dans le vlog. Et j'attendais de voir. Franchement, je me suis lancée là-dedans en me disant, ça risque de pas être bon. Et ça a été bon. Je me suis totalement trompée. Mon premier avis au départ, en fait, était totalement faux. C'est un page turner, moi je l'ai dévoré et une fois que je l'ai refermé, genre à 2h30 du matin, j'étais là en mode j'aimerais bien avoir le tome 2. Le tome 2, je l'ai toujours pas, donc je vais l'avoir la prochaine fois que je vais au bibliobus, j'espère, puisque je l'ai commandé, j'espère qu'il sera là. Après si je l'ai pas, j'irai me l'acheter parce que bon, à un moment donné, c'est bon quoi, j'ai pas envie de me traîner cette histoire plus longtemps. Mais donc voilà, histoire d'esclavage de 2 nations ennemies qui de domination par l'une sur l'autre, histoire également de mariage arrangé, ça pouvait mais vachement mal tourner ça, et l'autrice aurait vraiment pu se casser les dents sur des thématiques aussi dures, aussi dramatiques, je trouve. Pas du tout, moi j'ai vraiment apprécié son style, c'est très dynamique, je peux pas le dire autrement. Il y a du rebondissement, alors c'est très séquencé, hein. Il y a l'étape de la fugue et puis on va chez le sultan et ainsi de suite. Mais voilà, j'ai quand même bien apprécié. Et alors ce que j'ai fortement apprécié aussi, c'est qu'elle se concentre sur un personnage, donc Rosen. On n'a que son point de vue à elle. Et ça nous permet en fait d'avoir beaucoup plus d'empathie envers elle et d'avoir également énormément de développement de ses pensées, de ses émotions et donc de se sentir proche d'elle. Et ça, l'autrice y est totalement arrivée, j'ai trouvé. Je pense que c'est un livre pour vous, comme je le disais dans le vlog, si vous avez aimé la sélection. Moi j'ai jamais lu la saga La Sélection, mais j'ai l'impression que ça se rapproche de ça. Ça m'a énormément fait penser à Red Queen, que j'avais lu il y a des années. Pour moi on est vraiment dans la même séquence, hein. Le plot n'est pas hyper recherché, mais l'atmosphère qui règne dans le livre l'est, c'est travaillé finement, et c'est aussi une fantaisie orientale, et ça c'est quelque chose quand même d'assez rare, je trouve, qu'on est souvent dans de la fantaisie un petit peu nordique, vous voyez, Game of Thrones, le sorceleur, etc. Ça fait du bien, voilà, c'était un changement fortement apprécié de ma part, donc je peux que vous recommander cet ouvrage. Et enfin le dernier livre dont je souhaite vous parler en fantasy toujours, c'est Nevernight, le tome 2 de Jay Kristoff. Et là j'ai le bouquin juste en main pour vous en parler, mais bon maintenant comme vous le savez c'est un tome 2 donc je vais pas vous en dire grand chose, mis à part allez lire ce livre, voilà. Achetez du Jay Kristoff, je peux dire que ça. Donc dans Nevernight, on est donc dans un univers fantasy, à nouveau fortement inspiré de la Rome antique, je trouve, de la Rome catholique également, et je sais que Jay Kristoff s'était inspiré aussi d'une partie du judaïsme, mais ça a changé dans le tome 2 parce que donc il y a un message de la maison d'édition et de Jay Kristoff. La première maison d'édition à l'origine, pas de Saxus, vous voyez, ça a été, voilà, note de l'éditeur. Il a été très récemment porté à l'attention de l'auteur que certains noms ou termes n'auraient pas dû être utilisés dans les chroniques de Nevernight. En soutien et par respect envers ses lecteurs de confession juive, amis et leur communauté, Jay Kristoff et ses éditeurs ont décidé de remplacer ces noms et termes dans tous les prochains tomes des chroniques de Nevernight et leur réimpression. Donc voilà, il y a 3 noms, il y a 2 noms qui changent et un nom commun, on va dire comme ça, qui change aussi. Donc voilà, c'était inspiré de ça également. Donc dans cette histoire, on va suivre Mia Corveret, qui a une vie de merde, hein, on peut pas le dire autrement. Elle est très jeune quand son père qui est au pouvoir se fait renverser avec son épouse, et donc la sanction est sans appel. Il va être pendu, exécuté devant Mia et sa mère. La mère de Mia et son petit frère, eux, vont se retrouver dans une prison, et Mia, elle, est censée être tuée également. Sauf que la personne qui doit la tuer, c'est un petit peu des remords, c'est un petit peu compliqué. Et puis elle a l'énergie du désespoir, et donc elle arrive à s'enfuir et à se dépatouiller de ça. Elle va donc vivre dans les rues et trouver un mentor dans la rue de sa ville, hein, donc...
Et à partir de là, ben, tout est permis quoi. À partir de là, donc elle va grandir et son mentor en fait fait partie de l'église rouge, on va dire ça comme ça, hein. Les lames de Notre-Dame du Saint-Meurtre, voilà, Notre-Dame du Saint-Meurtre, ça veut tout dire. Et donc Mia va devenir une apprentie assassin dans cette église et donc le chemin sera parsemé d'embûches. Dans le tome 2, je peux pas vous en dire trop sur l'intrigue, mais j'ai adoré comment J. Christophe m'a retourné le cerveau. C'est écrit en 2 parties. Donc vous avez une première partie avec à chaque fois un espèce de flashback et une partie dans le même chapitre, moment actuel. Et vous ne pouvez vous empêcher de penser comment ça se rejoint. Donc si elle est là, elle est arrivée là, mais elle était là. Et ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et vous êtes là à un moment donné, mais comment on est arrivé là? Quel est le point de rencontre? Je ne vois pas du tout, J. Christophe. Explique-moi, explique-moi, explique-moi. Même si je décode pas trop mal les trucs, à un moment donné, je suis là, j'ai le cerveau retourné. Et donc Mia a mis sur pied une machination, mais fantasque, pour arriver à ses fins dans ce tome 2, sauf que ça va se retourner contre elle quoi, hein. Et que rien n'est sûr dans ce livre en fait, rien n'est sûr. Voilà, la plume de J. Christophe, moi ça m'émeut à chaque fois, non c'est pas ça m'émeut, mais ça m'enjoie à chaque fois, on va dire ça comme ça, et à chaque fois j'ai une boule au ventre de savoir ce qui va arriver, de ce que je vais lire à la page suivante et ainsi de suite. Ce que j'ai adoré dans ce livre à nouveau, c'est que dans le tome 2, on retrouve ce narrateur, donc les notes de bas de page par le narrateur. Et je suis à chaque fois en train de me dire, qui est ce putain de narrateur? Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Je l'adore, hein, je l'adore, mais voilà. Dans ce tome-ci, donc on a la confirmation aussi que Mia est bisexuelle. Pour moi, c'était pas clair dans le tome 1. Mais là ça l'est très clairement, donc ça m'a mis en joie également. Et qu'est-ce que je devais encore vous dire d'autre? Ah oui, et alors on en est donc sur un niveau où l'auteur doit finir son bouquin par une note au lecteur en disant: après ce cliffhanger, tout va bien aller, vous verrez, ne vous en faites pas, tout va bien se passer. On en est là quoi, on en est là tellement il termine ses bouquins sur des cliffhangers de folie. Et j'en peux plus quoi, j'en peux plus de ce talent. J'en peux plus. Bref, vivement le tome 3. Il est déjà sorti en anglais, mais comme j'ai commencé la saga en français, pour l'avoir dans ma bibliothèque et pouvoir la prêter à tout le monde autour de moi et prendre ce bouquin et dire mais lis-moi ça, je te jure que si ça vaut le coup, je vais la continuer en français. Et De Saxus m'a dit que ça sortait au printemps 2022 et je leur ai répondu ça a intérêt à sortir le 21 mars 2022 au plus tard. Sinon, je viens vous braquer très clairement. Je n'attendrai pas plus. Si ça sort pas au mois de mars, franchement, j'irai me le chercher en anglais parce que il faut que je sache la suite, quoi. Il faut que je sache la suite. Bref, je pense que cette vidéo est assez longue hein, avec ces 6 bouquins dont je vous ai parlé en long et en large. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. On est à une vingtaine d'abonnés, des 700 si je ne me trompe pas, donc un grand merci pour votre soutien, toujours plus nombreux, ça m'épate à chaque fois. Un grand merci de vos commentaires que vous laissez sous les vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en ce début d'année, ce qui vous a plu et ce que je devrais lire, peut-être que je piocherai là-dedans des idées pour mes prochaines lectures. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et moi je vous dis à la semaine prochaine sur Plume à Papote. Bye bye.